un épisode calme comme ça change un peu. Non, non, pas pour dire qu'il n'y a pas des trucs un petit peu violents qui se passent, mais globalement, c'était un épisode assez posé. Et j'apprécie ça, j'apprécie un petit peu ce changement sur le fait que, ouais, on doit de temps en temps poser la situation, ne pas faire en sorte que les choses évoluent avec fracas. Et c'est plutôt sympathique ça. Par contre, la seule chose que j'aurais à reprocher, et vraiment, c'est un truc que j'ai déjà, que j'ai déjà reproché avant, c'est le fait que maintenant on s'éparpille trop. Hein. Il y a tellement de groupes, ci et là, à tous les endroits du pays, du globe, qu'au bout d'un moment, c'est difficile de tout suivre bien. Et ouais, je crois qu'on s'intéresse à tout le monde. Il n'y a pas un seul groupe, à part Bran. Il n'y a que Bran qu'on voit pas. Mais sinon, tous les groupes ont un petit moment pour être montrés. Ce qui fait que ça peut être un chouïa, un chouïa ennuyeux de devoir suivre tout ça. N'empêche que c'était quand même très bon. Et on va commencer avec, comme d'hab, les sous-intrigues autour de Daenerys et de Jon. Parce que, oui, à nouveau, hein, pour moi, ça fait sous-intrigue. Et à nouveau, hein, je suis sûr que ça finira par se recouper. Et pour l'instant, c'est le truc le plus à part. Hein. Cela dit, énormément de choses font intrigue à part depuis quelques temps, je trouve. Vraiment, énormément de choses se font dans leur coin et progressent un petit peu d'elles-mêmes, quasi indépendamment du reste. Et... J'attends impatiemment le moment où ça se recoupera, où on finira enfin par avoir une narration qui se centrera vraiment sur nos personnages qui se retrouvent et où tout ça se rejoint. Vraiment, vivement. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai grandement appréciés là-dedans. Déjà autour de Jon Snow, donc pour commencer, il poursuit... ça marche avec donc les sauvageons comme on les appelle, et c'est là qu'il tombe sur la trace de chevaux morts, un espèce de de tas de chevaux morts organisés pour faire un petit symbole, un peu comme dans les champs, dans les champs avec les signes extraterrestres entre guillemets, ce genre de choses. C'est assez flippant, visuellement c'est assez flippant, et donc là on se rend compte que ça appartenait aux Corbac. Et donc une grande partie de leur armée est morte. Ce qu'on savait déjà avant, ça a déjà été dit dans les épisodes d'avant. Mance se dit quand même que le chef Mormont et quelques autres ont dû survivre, c'est assez évident. Et se dit ok, on va en profiter pour faire un espèce de petit raid, de commencer un petit peu notre grande attaque en envoyant un petit raid, un petit groupe au mur, à Château Noir comme ils le disent, histoire de les prendre un petit peu en traite, de les attaquer un petit peu par surprise. Et donc ça s'arrête là, ils envoient Jon avec eux, donc je me pose la question, est-ce que c'est un test ou est-ce que c'est pour de vrai? Parce que si c'est pour de vrai, je trouve ça assez dingue qu'on se fie à Jon Snow après le peu qu'il a fait, pour l'instant, pour prouver sa valeur. Et si c'est un test, c'est un petit peu plus logique, parce que voilà, il voudrait savoir s'il est vraiment fidèle, etc. Bon, j'imagine quand même qu'on va garder un œil sur lui et qu'on lui fera pas entièrement confiance pour cette mission. Mais ouais, sur le coup, je pense que il doit y avoir un côté test là-dedans, quoi. Mais apparemment, oui, ils préparent leur grande offensive pour passer de l'autre côté du mur. Ça a l'air d'être le début de la grande offensive pour eux. Et donc, ouais, c'est cool, ça veut dire que les choses vont un petit peu bouger par rapport à ça. On suit également ça, parce que, ouais, aussi, quoi, même du côté de Jon Snow, on a deux groupes éparpillés. Donc on a Sam, Mormont et les autres quoi, qui retracent leur chemin pour revenir à la muraille, et c'est là qu'ils retombent sur le mec qui baise avec ses filles pour avoir des enfants. Donc comme par hasard, ils tombent au moment où Vert accouche. Eh ben dites donc, hein, vous tombez toujours au pire moment, les gars, au moment les plus significatifs. Vous pouviez pas tomber la première fois au moment où il n'y avait pas d'enfant né à donner aux marcheurs blancs, sinon ça aurait pas été significatif. Et là, il fallait que vous reveniez au moment où Vert, donc la femme dont c'est Eprisam, accouche, à ce moment précis, comme par hasard. Enfin bref, le mec est toujours aussi charmant au passage, hein, le mec qui dirige le coin, et ouais, Vert est un petit peu... flippé parce qu'elle a eu un garçon. Et donc, on sait ce que ça veut dire, il va être donné. Et ça s'arrête là pour l'instant, c'était pas mal. Voilà, c'est un peu le truc, ça fait progresser petit à petit. Et il faut vraiment voir ça dans le grand ordre des choses, en fin de compte. Plus ça va, plus je me dis, ouais, il faut vraiment voir ça dans le grand ordre des choses. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ça fait bien progresser la chose. Du côté de Daenerys, on a
ses convictions qui sont un petit peu mises à mal par rapport au fait elle a pas envie de d'opter pour une armée sans âme et qui pourra faire le mal, pas seulement de ses ennemis, mais de n'importe qui. Et bon, qu'il y a il y a un petit débat entre Jorah et Selmy, et qui lui disent que les pour et les contre de la noblesse dans ce genre de combat. Jorah qui est plus terre à terre, qui se dit oui, il y aura toujours des victimes innocentes dans une guerre, dans un conflit, c'est inévitable. Et Selmy qui met en avant le côté noble, le côté valeureux des combats et qu'on peut l'être si on le souhaite, même si en règle générale ça a pas aidé jusqu'au bout, ça on n'a pas pu l'être jusqu'au bout. Enfin bref, Daenerys est en plein dilemme par rapport à ça, par rapport à ce qu'il faut faire, si c'est juste ou pas d'engager cette armée d'illuminés, comme il s'appelle. Et elle finit par se dire, je vais acheter tout le lot, comme ça plus personne pourra en profiter, et donc je pourrai les employer au mieux. Pour ça, elle propose au vendeur, qui est toujours un gros rustre, d'acheter donc tous ces hommes en échange d'un de ses dragons. Elle est prête à concéder un de ses dragons. Eh ben, dites donc, je m'attendais pas à ça. Mais voilà, elle lui dit, ok, je veux tous vos hommes. Le mec, il dit, oh merde, quoi, ça va, ce que t'as, ça vaut pas plus de 100 hommes. Elle dit, non, je veux les 8000, je veux tous les apprentis aussi, je veux tout ce que t'as, je veux que t'aies plus rien, en fait, apparemment. Et en échange, t'auras un dragon. Et ouais, je sais que ça représente beaucoup, un dragon, j'en suis pleinement conscient, hein, mais à ce niveau-là, le mec, il a plus de commerce. Ou alors il doit tout refaire de zéro, hein. Et le mec est quand même d'accord par rapport à ça, quoi. On me propose un dragon, ok, ça se refuse pas, je donne tout ce que j'ai pour ça. Je sais pas, sans réfléchir plus que ça. J'en sais rien, j'ai du mal encore. J'ai vraiment du mal à m'imaginer la valeur exacte d'un dragon, vu que j'en ai pas vu un à l'œuvre dans ses pleines capacités. Je suis sûr que ça doit être extraordinaire et très difficile à affronter, ce genre de truc. Ah, punaise, il y aura des combats contre des dragons, un de ces quatre, si c'est le cas, mais... Alors là, ce sera la joie, hein, ça fera vachement plaisir. En tout cas, ouais, sur le coup, il accepte, un petit peu à contre-cœur, mais il accepte, ok, très bien, parce qu'il y a un dragon quand même, ça se refuse pas pour lui. Elle se permet même de lui prendre sa traductrice, sa petite esclave traductrice, qui... Elle avait plus de suivantes, elle les a perdues dans la saison 2, et ben il fallait une nouvelle suivante pour elle, donc voilà, c'est une espèce de confidente. Voilà, on l'a remplacée. Hein. Donc une fois de plus, ça montre que tout ce qui a été apporté dans la saison 2 servait pas à grand chose pour le développement de Daenerys. Enfin bon, les ça, je dis rien. Et ouais, donc, est-ce que ça ira plus loin que ça? Est-ce que maintenant elle a son armée, le mec a son dragon et au revoir? Ou est-ce qu'elle essaye de mijoter quelque chose un peu plus poussé que ça? On verra ça par la suite. C'était intéressant de montrer ce dilemme sur ce qui est juste ou pas autour de Daenerys et de montrer le côté pas noir et blanc de la guerre où il n'y a pas juste ce qui est de mon côté, ce qui est pas de mon côté. Il y a vraiment plusieurs nuances entre les deux. C'était très intéressant ça. Donc maintenant on va voir énormément de sous-intrigues comme je l'ai dit. En commençant par Robb et Catelyn. Là, puisque c'est par là que ça commence l'épisode, on voit une cérémonie de crémation du grand-père de Robb, donc le père de Catelyn. Où au départ, on voit le côté un peu maladroit de la personne un peu en charge du coin, vu qu'il essaye de tirer une flèche sur son bateau qui va au loin à enflammer l'histoire de brûler son corps, et il se loupe par 3 fois. Alors c'est bien de mettre en avant que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, hein. La visée, c'est pas un truc qui se fait comme ça, mais bon, hein, c'est quand même un petit peu embarrassant, il est remplacé par son grand frère, je crois, j'ai un petit peu de mal à dire ça de façon précise. Parce que oui, il y a le mec qui appelle Robb son neveu, et il y a l'autre, c'est très difficile à dire quoi, il y a en gros un espèce de dirigeant qui a merdé et un autre qui est un peu au-dessus de lui, donc on va appeler petit et grand, voilà pour dire ça. Et alors petit dit neveu à Robb, et grand, Robb l'appelle mon oncle, donc ça veut dire logiquement qu'ils sont frères. Je pense, il me semble, c'est ce genre de lien, c'est toujours particulier. Enfin bref, c'est histoire de dire que ouais, le mec petit, je vais l'appeler un petit, il s'est planté
En ne suivant pas directement les ordres de Rob de rester sur place, il a attaqué un moulin pour défaire une armée de Tywin. Et à cause de ça, sa stratégie qu'il avait mis en place pour acculer Tywin a été mise à l'eau. Et maintenant, il est plus retranché, Tywin, et il est en moins mauvaise posture qu'il l'espérait. Donc voilà, il en veut un petit peu à ce type. Et honnêtement, je le trouve plutôt sympa par rapport à la grosse bourde qu'il a faite, de pas suivre ses ordres, d'avoir foutu en l'air son grand plan, sa grande stratégie. Mais bon, j'imagine que c'est la famille. et, euh, et ouais, il y a ça qui est mis en place. Et il y a en plus le fait que Catelyn pleure la mort de son père et se rend compte ce que son père lui a fait ressentir quand il partait au combat, etc. Elle a peut-être fait ressentir la même chose à ses enfants, Bran et son petit frère. À nouveau, c'était tellement, tellement inintéressant et pour l'instant, je trouve, sans grand impact, sans grande importance, ce cinquième enfant, le fils cadet, mais bon, peut-être qu'il aura une importance par la suite. En tous les cas, ouais, elle se sent un peu mal par rapport à ça, et on sent vraiment toute la tristesse du personnage. C'est un bon moment assez fort lorsqu'elle se confie à son frère. J'imagine, c'est grand à nouveau le soldat plus sérieux, oncle d'Europe, donc j'imagine que c'est son frère. C'était pas mal, c'était un bon moment émotion, très sympathique. Du côté de Stannis, rapidement, on montre que Mélisandre est partie je sais pas où pour avoir du sang de roi parce que elle en a besoin pour faire tel ou tel sortilège, le même genre de sortilège qui lui a fait invoquer le fils de Stannis dans la saison 2. Et ouais, puisqu'on en parle, Stannis se sent un petit peu délaissé, il a peur d'être mal vu puisque il a subi une énorme défaite cuisante. Il est un petit peu sur les nerfs et il lui demande rapidement « tu pourrais me donner un autre fils ?» Donc il est complètement au courant de comment ça marche ce truc. Apparemment il apprend et quelques jours plus tard il y a une espèce d'ombre qui naît et qui vit une journée, un truc comme ça je pense, histoire de faire un petit truc rapide dans l'ombre. J'imagine. Est-ce qu'on va avoir un peu plus de clarification par rapport à ça ou c'est ce qu'on est censé comprendre nous-mêmes? C'est ce genre de choses, je sais que beaucoup de gens ont eu l'occasion de réfléchir pendant des plombes et des plombes à ça, et ils me donneront une explication, ah, voilà comment ça marche, dans les détails, etc. La série dit pas, mais si on prend une demi-heure de nous-mêmes pour y réfléchir, pour essayer de dire comment ça fonctionne exactement, ou on peut se dire que c'est ça, je suis désolé, pour moi c'est pas une grande qualité ça, hein. C'est pas une grande qualité, pour moi c'est de la fainéantise d'écriture, hein. Où on clarifie rien. Mais bon, apparemment, de ce que je comprends, c'est que c'est une espèce de sort qui nécessite du sexe avec quelqu'un qui est un roi légitime, semble-t-il. Et grâce à ça, ça la fout en cloque et elle accouche d'une ombre qui dure quelques heures. Voilà. Et qui fait une espèce de petit travail d'assassinat rapide. Donc voilà, il veut encore que ça se fasse, pour ça qu'il veut que qu'il refasse le coup. Mais apparemment, il est trop faible pour ça maintenant. Voilà. C'est histoire de justifier pourquoi ils le refont pas, et je trouve ça facile. Voilà. Si ça peut se refaire plusieurs fois, le mec a pas l'air particulièrement faible, peut-être d'esprit limite, et encore, j'ai du mal à voir en quoi il est particulièrement faible d'esprit. Il a repris du poil de la bête, maintenant il embrasse totalement sa religion à la con, et je vois pas particulièrement en quoi il était plus faible que la fois où il lui a fait son fils. Mais c'est pas grave, c'est un détail, c'est le petit truc. Et dans un sens, c'est pas mal quand même de justifier un peu, quoi, ça essaie de justifier un peu ça. Et histoire de dire, vous savez quoi, on n'a pas oublié ce détail-là, c'est pas juste un délire d'un moment. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a certains trucs, ça va être, ouais, on passe ça, et c'est pas grave si vous vous en souvenez, on s'en souvient plus, nous. Enfin bref, moi aussi je m'éparpille, il y a encore 2-3 autres petits trucs à dire. On passe à Arya rapidement, et qui est donc dans le camp de la fraternité, qui l'ont invité... C'est-à-dire que vous n'êtes pas notre prisonnière, hein, vous êtes la fille de Ned Stark, on vous respecte, mais on vous invite. Oh, on vous suggère vraiment de ne pas vous balader toute seule, hein. Restez avec nous s'il vous plaît. Donc elle est invitée de force, dira-t-on. Où on voit que Gendry s'est un petit peu fait au coin en devenant le forgeron, leur petit forgeron attitré, ce qui est cool. Et il y a un passage que j'ai trouvé très intéressant,
au moment où ils s'apprêtent à partir à suivre un petit peu le troupeau, où le troisième gars qui était avec eux leur dit au revoir. Il a trouvé sa place dans le coin, il sait qu'il n'est pas important pour la fraternité, et il y a une boulangère qui l'a pris sous son aile et qui peut lui promettre une petite vie tranquille où il pourra faire ce qu'il est assez doué à faire, c'est-à-dire de la boulangerie, du pain. Et avant de partir, il leur dit, ouais, je t'ai fait un pain pour te dire au revoir, un pain qui ressemble un petit peu à un loup, un peu bizarre, et c'est des adieux très calmes, des au revoir, que j'aurais aimé voir un peu plus souvent pour faire partir un personnage. Alors peut-être que le mec reviendra, j'en sais rien, mais j'ai le sentiment que c'est un peu la fin pour ce personnage, et on a fait une scène d'au revoir très douce, où Gendry et Arya vont le regretter et sont contents pour lui de voir qu'il a trouvé une petite place. Et il y a un petit passage à la fin où il lui donne son pain et où elle dit « Ah, il est très bon ton pain ». Dernière interaction. C'était très intéressant et de la part d'un personnage qui me faisait ni chaud ni froid, je vous le cache pas. Vraiment, j'en avais rien à foutre de lui. Surtout par rapport au fait que c'était un petit peu la petite brute sans cervelle au début, à la fin de la saison 1. Le fait de lui donner cette petite conclusion-là, très sympathique, très douce, très efficace. Honnêtement, il est parti sur une très bonne dernière impression. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Bon, il nous reste à voir ce qui se passe du côté de Port-Réal, où on va se centrer surtout sur le Grand Conseil et Tyrion. Alors, Tyrion est invité au Conseil en tant qu'ancienne main, j'imagine. Et on discute un petit peu de ce qui se passe, sachant qu'il ne va pas y avoir grand-chose qui se discute, en dehors du fait qu'il prévoit de fiancer Baelish à Lysa, si j'ai bien compris. Ou alors, je sais pas, j'ai vraiment du mal. Il prévoit de fiancer Baelish à quelqu'un qui permettra une meilleure alliance et de davantage prendre en étau l'armée de Robb Stark. Et ouais, apparemment, je sais pas, il parle de la tante de Robb, donc je vois pas ce que ça peut être d'autre que Lysa qu'on avait vu dans la saison 1. Lysa et son fils qui a pas beaucoup qui a pas beaucoup mûri, hein, on le sent bien. Donc apparemment, ouais, c'est ça la nouvelle alliance qu'ils ont prévu de forger. Lysa semble être d'accord, je sais pas, on la voit pas, donc peut-être. Et Baelish doit partir pour sceller ça. C'est un truc que j'apprécie quand même, en dépit du fait que ouais, je sais pas exactement comment ça va être géré avec Lysa, comment elle le prend, etc. Nous verrons bien par rapport à ça. Mais ouais, c'est intéressant de voir qu'il prévoit une tonne de trucs diplomatiques pour avoir de plus en plus de pouvoir. Et c'est intéressant de voir que les Lannister qui, dans la saison 2, étaient un petit peu seuls dans leur coin, finissent par avoir de plus en plus de coalitions, déjà avec les Tyrell, et maintenant avec comment ils s'appellent, Tully, je sais plus exactement, enfin avec les Aériers, si je me souviens bien. Donc c'est intéressant de voir que plus ça va, plus il y a de liens qui se forgent entre les Lannister et d'autres, et donc ça appuie leur pouvoir, ça montre qu'ils savent vraiment rebondir. Cela dit, étant donné qu'il sera plus là pour s'occuper des finances Baelish dans ce voyage, eh ben on va confier son rôle de grand argentier à Tyrion. Parce que voilà, il n'arrête pas de passer d'une responsabilité à une autre. Et bien entendu, c'est pas une responsabilité qui lui permet de grandement intervenir dans les décisions du royaume. C'est surtout gérer les finances. Donc c'est une grosse dégradation par rapport à son rôle d'avant. Et ouais, elle est contente, Cersei, pour ça. Et on va voir un petit passage où il se fera un petit peu à ce nouveau poste. Le système d'emprunt qui marche apparemment comme dans nos pays occidentaux modernes, c'est-à-dire on emprunte à des banques ou à des gens qui possèdent du fric en étant complètement endetté pour qu'un pays survive. Voilà. Super, ça marche toujours comme ça apparemment, c'est génial. Donc ouais, il doit gérer ça, Tyrion, et se rendre compte que il y a des choses qui peuvent poser problème, notamment il y a une banque à qui il doit beaucoup d'argent et à qui il doit le rendre avec intérêt bien sûr, sinon il risquerait de s'allier à Robb Stark et son armée pour ça. Voilà, c'est particulier, sachant que dans leur créancier, il y a quand même Tywin Lannister, hein, donc qui possède une grande fortune, la fortune des Lannister. Autrement dit,
Est-ce qu'il avait plus d'argent à prêter ou est-ce que Baelish s'est dit merde, on va emprunter à plusieurs camps, on sait jamais. Sans doute. Parce que bon, en tant qu'à faire, surtout récemment, c'est surtout à Tywin Lannister qu'on emprunterait, hein, dans ce cas présent. Donc j'imagine que ça a dû se faire avant. Je veux dire, même du temps de Robert Baratheon, il était quand même très lié aux Lannister, donc je vois pas pourquoi les Lannister, ils se tourneraient pas surtout vers Tywin. Ah, mais bon, c'est un détail. Mais bon, c'est quand même un truc que j'apprécie, ça appuie bien le système d'économie qui fait un bon parallèle à celui qu'on connaît bien chez nos pays. Donc c'était très bon ça. Il y a aussi un autre passage que j'ai trouvé assez amusant. Ou pour remercier Podrick, qui l'a sauvé donc lors de la bataille de l'épisode 9 de la saison 2, il lui paye 3 prostituées avec des compétences très particulières l'une l'autre. Et, et donc, ouais, Podrick, c'est quelqu'un qui n'a pas trop connu cette expérience, il n'avait pas trop les moyens de se le permettre, et donc, grâce à ce qu'a payé Tyrion, il va pouvoir faire ça avec 3 filles pour sa première fois. Ça aura duré un petit moment, il sortira tout guiré, et on lui aura rendu l'argent, en fait. C'est-à-dire, les prostituées auront été tellement satisfaites de ce qu'il aura fait qu'elles lui auront rendu l'argent. Et Tyrion et Bronn se diront, mais tu sais comment il a fait? En général, une prostituée, ça rend pas les frics qu'on lui donne, hein, même dans des cas un peu particuliers. Donc il se demande, mais qu'est-ce que t'as fait, etc. C'était un moment comique qui m'a bien fait marrer. C'est l'histoire de mettre un petit peu en avant Podrick. Apparemment, il va avoir une importance, donc je vais essayer de garder son nom aussi à lui. Il y a énormément de noms à retenir, je vous jure, je fais de mon mieux. J'espère que je vous déçois pas trop à ce niveau-là. Enfin bref, ouais, c'est un moment que j'ai trouvé assez marrant, assez amusant, et qui appuyait bien le côté plus léger de cet épisode. Enfin bon, un truc un petit peu moins léger, et qui finira cet épisode, ce sera autour de Jaime et Brienne, qui sont donc capturés par cette espèce de faction qui travaille pour Robb. Alors j'imagine qu'ils lui ont envoyé un pigeon voyageur et que ça met du temps à venir. Et Jaime met en garde Brienne que ce soir, elle va très très certainement se faire violer par tout le monde. Et qu'il n'y a pas de 36 façons de le faire. Hein. Soit tu te débats et tu vas souffrir plus, limite tu vas crever, soit tu laisses faire. Et Brienne, qui est quand même très fière, a quand même envie de résister, en dépit du fait qu'elle est en sous-nombre, enchaînée, etc. Et il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié là-dedans, à nouveau, c'est qu'on voit que, en dépit de ce qu'ils ont traversé, il y a une espèce de respect de la part de Jaime pour Brienne. Parce qu'après leur périple ensemble, il reconnaît que c'est une guerrière assez valeureuse et il a un petit peu envie de l'aider à ne pas subir ça. Donc il amadoue un petit peu le responsable en lui disant que c'est quelqu'un d'une famille des torses, un truc comme ça, c'est qui possède l'île aux saphirs, un endroit où donc on extrait les saphirs, et donc si on la gardait intacte, on pourrait avoir son poids en saphir et donc être super riche. Ce genre de choses. Donc ça convainc le mec de ne pas la faire violer. Là, juste à temps. Et donc, voilà, il la défend, mais après ça, il essaye de se redéfendre lui-même, comme il avait fait à la fin de l'épisode précédent. Et je me suis dit, ok, tu as déjà fait le coup, je pense pas que ça marchera autant plus, mais à un moment donné, j'ai eu un petit doute, lorsqu'il dit, ouais, mon père pourrait t'offrir des tas de richesses, tu sais que lutter bravement pour une cause juste, mais perdue d'avance, c'est bien, mais c'est quand même beaucoup plus rentable de travailler pour une cause gagnée d'avance. Donc, il y a ça qui met en place, histoire de l'amadouer un petit peu. Et au début, je me suis dit, attends, est-ce qu'il tombe dedans? Parce que ce serait pas logique par rapport à l'épisode précédent. Mais non, il tombe pas dedans. Il lui fait savoir que non, en fin de compte, tu m'auras pas avec ça. Et pour le punir un petit peu, il lui tranche la main. C'est le cliffhanger de l'épisode, hein, la dernière image. Il va être raccourci d'une main, Jamie. Ça va être moins pratique après ça pour être une fille de la main, vraiment. Donc, ouais, c'était pas mal pour appuyer à nouveau l'état d'esprit du coin et savoir que jouer au plus malin avec des phrases, ça marche pas tout le temps. Et c'est cool de montrer ça. Ah oui, j'ai failli oublier, on a un segment sur Théon aussi, parce qu'à nouveau, énormément de segments sur tout. Et ouais, en gros, ce qui se passe, c'est ce qui avait été amorcé dans l'épisode précédent. Il y a le mec qui a dit travailler pour sa sœur, qu'il libère.
Et alors qu'il chevauche pour partir, il est rattrapé par d'autres gars et sauvé in extremis par un autre mec qui leur a planté une flèche dans la tête et autre partie. Donc ouais, ça faisait pas progresser grand chose, c'est juste histoire de dire que ça progresse, voilà. Ça avance. C'est déjà ça, hein, ça, y a pas grand chose à en dire. J'ai beaucoup apprécié cet épisode honnêtement. Chaque morceau, prenez un peu le temps de se poser à quelques exceptions près pour mettre en avant la mentalité des personnages, montrer un petit peu les liens entre eux. J'en ai pas parlé, mais la scène du conseil à Port-Réal entre Tyrion, Tywin, Cersei et les autres, et ben il y avait vraiment les petits moments de blanc où chacun choisit sa position avec la chaise. Et c'est un moment assez fort qui montre un petit peu bien la mentalité des personnages et comment ils se considèrent les uns par rapport aux autres. Il y a beaucoup de moments comme ça que j'ai grandement apprécié. Une petite conclusion par rapport à la personne qui a accompagné Arya. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce mec me fasse ressentir grand chose, mais c'était quand même un moment assez doux, assez sympathique. Beaucoup de moments forts comme ça qui font que c'est un épisode que j'ai grandement apprécié. Et je suis impatient de voir une fois de plus l'épisode 4. Hein. Je sais, je suis original. À bientôt. Au revoir.